Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec Colonel Corvez. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Il faut bien préciser à notre auditoire que Colonel Alain Corvez, ex-conseiller général, commandant de forces des Nations Unies déployé au sud du Liban, à la FNUL, mais aussi il est ancien conseiller en relations internationales au ministère des Affaires étrangères, consultant, conseiller en stratégie. Colonel, si je me suis permis de vous inviter à cette émission, bien entendu, tout le plaisir est pour nous. Vous êtes un fin connaisseur de la région. Vous avez opéré dans le temps au Liban, vous connaissez ce pays. Est-ce que peut-on parler d'une nouvelle série après cette explosion du port du Liban et qui a mis le pays à genoux? En plus, bien entendu, la mixité et la complexité que le Liban connut à travers, bien entendu, ses courants religieux, ses courants politiques. Comment vous voyez l'avenir de ce pays qui est au bord du chaos? Écoutez, je vous remercie de votre invitation. Je suis effectivement très proche et je suis de près la situation au Liban et en Syrie, bien sûr, parce que, comme vous l'avez dit, j'ai commencé dans les années 88 à ma connaissance du Moyen-Orient en étant conseiller général et commandant la force des Nations Unies au Liban. Et donc, depuis lors, le Liban et le pays de la région ne m'ont jamais quitté. Alors, le Liban est une particularité géopolitique, puisque, comme tout le monde le sait, c'est une grande variété de confessions religieuses et qui entraîne une grande variété de partis politiques et une grande variété de familles, si je puis dire, qui, depuis les origines, décident des équilibres nécessaires à la vie et la survie parfois du Liban. Alors, les événements récents, pas à reprendre depuis le mandat français en 1920 jusqu'à maintenant, mais avec la guerre civile de 1975 à 1990 conclue par les accords de Taïf, mais pour rester dans la période récente, effectivement, Liban est l'objet de tiraillements permanents parce que les puissances, les grandes puissances, les puissances extérieures au Liban, ont leurs alliés à l'intérieur du Liban et elles utilisent ces alliés pour essayer d'obtenir des avantages stratégiques au travers des groupes politiques qui rivalisent au Liban. Alors, vous avez les États-Unis, vous avez l'Arabie Saoudite, vous avez l'Iran, vous avez alors beaucoup plus discrètement maintenant, vous avez la Russie et la Chine qui sont discrets, mais en particulier pour la Russie, je pense qu'elle pèse, malgré la modestie de ses interventions, de sa communication en tout cas, mais pas de ses interventions réelles sur le terrain. La Russie pèse de plus en plus au Liban. Et on sait bien qu'en Syrie, c'est la Russie aussi qui va déterminer la solution finale à la guerre contre le terrorisme. Donc, le Liban est l'objet de tractations permanentes, et ça l'a été depuis le début de l'indépendance du Liban en 1943, parce qu'il fallait toujours que les communautés trouvent des équilibres entre leurs exigences pour défendre leurs intérêts de façon à ce que le Liban soit gouvernable. Moi, je me souviens, quand j'étais là-bas en 88, j'avais rencontré un neveu, je crois, du monseigneur Haddad, qui était un évêque grec catholique, qui avait été très ami avec l'imam Moussa Sadr, qui était la conscience religieuse des chiites de l'époque. Et il m'avait donné une photo de son oncle et de l'imam Moussa Sadr,
avec une citation en arabe qui m'avait traduite. Et cette citation disait, c'était l'imam Moussassa qui disait, le Liban est une originalité au Moyen-Orient et même dans le monde, et si la cohabitation harmonieuse entre chrétiens et musulmans qui se passe au Liban devait être compromise, ce serait un grand malheur, non seulement pour le Liban, mais également pour le reste du monde. Vous voyez, donc depuis les origines, cette particularité du Liban est qu'il y a une cohabitation entre des communautés religieuses et notamment entre l'islam et la chrétienté, et au sein de l'islam entre le sunnisme et le chiisme. Alors, ça a été de tout temps exploité, mais les chefs de clan, les chefs religieux ont fait plus ou moins preuve de sagesse en essayant de ne pas exagérer leurs revendications, de façon à déboucher sur un équilibre qui soit gérable, gouvernable depuis un gouvernement à Beyrouth. Mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais aujourd'hui, après les événements récents, les influences extérieures de plus en plus pressantes, notamment des États-Unis, l'ambassadeur des États-Unis à Beyrouth, une femme avait fait des déclarations incroyables où elle disait carrément, nous, on ne soutiendra pas le Liban, et même on envisagera sa destruction si c'est le Hezbollah qui continue à diriger le Liban. Donc c'était une déclaration de guerre pratiquement au Liban. Alors bon, des responsables politiques américains sont revenus sur ces déclarations complètement intempestives et folles, mais il n'en reste pas moins que c'est la ligne de fond de la politique américaine. C'est que nous, on aidera le Liban dans la mesure où il rejette l'Iran, où il rejette le Hezbollah, et où il accomplit la politique qu'on lui suggère. Alors, là-dessus, il y a eu une révolte du peuple qui en avait marre, et notamment de la jeunesse, qui en avait marre de tout ça, et qui a pensé que c'était le confessionnalisme qui était la source de tous les maux. Sans doute il y a-t-il du vrai dedans, mais c'est pas entièrement vrai. Il y a d'autres raisons aux maux du Liban. Et je pense que la situation régionale avec la guerre en Syrie a été aussi utilisée contre le Liban, parce que vous savez qu'il y a 1,5 million et même peut-être plus, je suis dans ma tête, mais de réfugiés syriens au Liban. Cette présence sur un petit pays comme le Liban pèse d'un poids terrible. En outre, les relations entre la Syrie et le Liban sont depuis les origines des relations intenses dans tous les domaines, commercial, agriculture, bancaire, énormément. Il y a les banques libanaises étaient souvent utilisées par les hommes d'affaires syriens. Donc, il y a des liens très importants entre Syrie et le Liban. La jeunesse libanaise qui s'est révoltée depuis 2019 a essayé de dire il faut en terminer avec la corruption, avec enfin tout un tas d'arguments tout à fait valables et justifiés, et dénoncer un peu le système confessionnel. Et je veux dire, on peut pas tracer rayer d'un trait de plume le système confessionnel, parce que le remplacer par quoi, c'est pas comme ça que ça peut se faire. Alors, je pense que l'explosion du 4 août terrible là, qui a fait plus de 200 morts, tout le monde a parlé, est intervenu au milieu, je veux dire, dans un cycle de manifestations de la population qui réclamait des changements de gouvernement, des changements d'équipe de direction. Tout ça a fait que le Liban, qui était déjà en difficulté, on s'est dit, mais ça va être fini. Alors, bon, là-dessus, les déclarations américaines disant nous on aidera le Liban, mais s'il fait ce qu'on lui demande de faire, c'était pas, ça ne pouvait que mettre de souffler sur les braises. La position française. Et justement, colonel, donc, et la politique française dans cette affaire? Voilà, alors,
c'est intéressant parce que de tout temps, le Liban a été très cher au cœur de tous les Français, y compris des politiques. Et le président Macron se sentit directement concerné par la situation au Liban, il est allé là-bas. Il a pris des positions qui étaient bonnes et intéressantes, mais en même temps, il a repris un peu la position de puissance mandataire que la France n'est plus. Juridiquement. Et vouloir dire au Liban, je répète qu'il a eu quand même, il a fait des efforts, puisqu'il a pris contact avec le Hezbollah, qui est la puissance numéro 1 au Liban du fait de la démographie. Le Hezbollah est la puissance numéro 1. Et ça a été intelligent de la part du président Macron de prendre contact avec le Liban, de discuter avec le Hezbollah et de lui demander de participer et d'aider à la constitution d'un nouveau gouvernement. Donc, je pense que le président Macron a dit, par exemple, au Hezbollah, écoutez, défendez les Libanais et défendez pas les intérêts de l'Iran. Certains spécialistes ont dit, oui, mais est-ce que, monsieur le président Macron, vous défendez les intérêts du Liban uniquement et de la France, ou est-ce que vous ne défendez pas les intérêts des États-Unis? Donc, voilà, la situation est très critique et certains reprochent à la France de défendre les intérêts occidentaux en général au Liban, que je ne crois pas. Je pense vraiment que le président Macron a voulu trouver une solution cohérente et acceptable par tous pour aider à la formation du gouvernement. Alors, il y a eu ensuite une deuxième explosion, comme vous le savez, qui a encore perturbé le processus. Moi, je ne crois pas que le Liban va exploser. Je crois qu'il est dans une situation très critique et difficile, mais je pense que tous les Libanais, en fait, sont patriotes, quelle que soit leur confession foi et leur appartenance politique. Bien sûr. Et ils aiment leur pays, et le problème est que le Liban a toujours été déchiré entre l'Occident et l'Orient, et donc les tuteurs extérieurs essaient d'user de leur relais à l'intérieur du Liban pour avancer leur plan stratégique. Colonel, vous avez parlé de quelque chose de très important concernant cette interpellation, quelque part, des citoyens libanais à M. le Président Macron sur la notion de défendre un petit peu les intérêts des États-Unis. Tout le monde sait comme quoi il y avait des déclarations fortes des États-Unis, comme quoi ils ne s'intéressent plus de la guerre en Syrie, ils essayent de rapatrier leurs troupes, mais néanmoins, on voit et on constate comme quoi les États-Unis sont toujours dans le coup de ce qui se passe au Moyen-Orient. On va prendre un exemple, si vous le permettez. La Méditerranée est proie ces dernières semaines, ces derniers jours, à une possibilité de guerre. Il y a la Turquie, sa présence en Méditerranée, sa présence en Libye. Il y a aussi cette histoire avec la Grèce. Il y a aussi la France et son soutien par rapport à la Grèce. Et cette vente d'armes ces derniers jours. Le souci qui se pose, colonel, la Turquie, tout le monde sait, il est soutenu par les États-Unis. Et que l'Europe essaye, avec ses moyens, de contrer un pays qui fait partie de l'OTAN. Alors, cette situation qui est un petit peu complexe, comment deux pays, voire trois pays qui font partie de l'OTAN, se trouvent dans une situation de guerre, avec bien entendu ce drame humain, comme tout le monde le sait, on doit le signaler, il y a une volonté de créer un chaos quelque part. Le pourquoi de ce chaos et à qui profite-t-il, s'il vous plaît? Je voudrais dire que le monde est aussi en suspens en attente de l'élection américaine, qui aura lieu maintenant dans 2 mois. Il est certain que le président Trump fait tout pour être élu et donc ne prendra pas de décision qui pourrait nuire à sa réélection d'ici cette réélection. Je pense qu'il sera réélu parce que les
sont dans une situation très critique intérieurement. Et les Américains se disent que c'est certainement lui le mieux placé pour défendre l'unité et les intérêts des États-Unis. Et donc, au plan international, on attend que sera le futur président américain. Or, sur la question turque, qui est une question fondamentale, effectivement, la Turquie fait partie de l'OTAN. L'OTAN s'est dirigée par les États-Unis, mais les États-Unis sont pas très contents non plus de la politique de la Turquie. Ils ont eu un différend, vous savez, sur le F-35, sur l'achat des F-400 par la Turquie. Donc, ils soutiennent la Turquie pour essayer de la garder dans l'OTAN. De l'autre côté, la Russie, elle, regarde avec circonspection tout ça, elle maintient ses bonnes relations avec la Turquie en se disant, mais tôt ou tard, la Turquie va quitter l'OTAN parce qu'elle se rendra compte que ses intérêts ne sont plus du tout dans l'OTAN. Pour l'instant, la Turquie a toujours intérêt à être dans l'OTAN et donc elle fait comme si, en tout cas, elle avait intérêt à être dans l'OTAN. Mais on voit bien que sa position en Libye, sa position en Méditerranée orientale concernant les zones exclusives économiques qu'elle veut créer au large de la Libye et aux zones où sont connues des réserves importantes de gaz ou de pétrole, on voit bien qu'elle mène une politique impériale et aventureuse. La France y est opposée, pas suffisamment clairement à mon avis, parce que la France était tout à fait en droit de répondre aux menaces militaires que les frégates turques ont faites aux frégates françaises. Donc, je pense qu'il faudra une position beaucoup plus ferme vis-à-vis de la Turquie. Il est certain que les États-Unis n'ont pas pris parti dans cet affrontement entre l'Union européenne et la France, mais surtout la France et la Turquie. Sous-entendu, ils disent pas on soutient la Turquie, mais ils disent écoutez, débrouillez-vous entre vous, nous on a d'intérêt ni d'un côté ni de l'autre. La politique américaine, dit-on, est de se retirer du Moyen-Orient, de retirer ses forces militaires. Alors, c'est ce qui a été déclaré plusieurs fois, mais sur le plan factuel, la présence militaire américaine n'a pas diminué, et en Syrie, on apprend même qu'ils ont envoyé récemment de l'armement lourd et que ils maintiennent leur présence, leur contrôle militaire, notamment des puits de pétrole syriens, d'une façon tout à fait illégale. Donc, le retrait américain, je pense, se fera sous plein pérélie après l'élection américaine, car je crois que c'est vraiment la nouvelle vision du monde qu'a le président Trump, c'est que les États-Unis peuvent plus se permettre d'avoir des bases militaires partout comme ça dans le monde, en particulier au Moyen-Orient, et donc il veut sincèrement retirer ses forces. Mais pour le moment, il ne l'a pas fait, et vous savez, le président américain, il se bat à longueur de journée contre l'État profond américain qui impose une politique. Alors, pour revenir à la Méditerranée orientale, effectivement, la Turquie mène un jeu très dangereux. En plus, elle joue en Libye un jeu dangereux également en apportant des armes et en violant ainsi l'embargo international contre la fourniture d'armes à la Libye. En plus, la Turquie est soutenue et soutient des terroristes, tout le monde le sait. Leurs services de renseignement ont soutenu Daesh et ils continuent à être en contact avec Daesh. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont pu se maintenir en Syrie, malgré leur alliance avec la Russie. Mais donc la Turquie est proche des milieux islamistes terroristes. Non seulement parfois elle est proche, mais parfois elle les dirige directement, comme en Syrie par exemple. Et en
en Libye, on sait qu'elle a fait venir plus de 2000 terroristes syriens anti-Assad. Elle les a fait venir avec armes et bagages en Libye, elle les a débarqués. Contrevenant là aussi complètement à la réglementation internationale. Donc le rôle de la Turquie est vraiment perturbateur et contre les solutions de paix dans l'ensemble du Moyen-Orient. Et je pense qu'il faudrait être beaucoup plus ferme vis-à-vis de la Turquie pour la rappeler à ses obligations et ne pas céder au chantage qu'elle tient en permanence en disant si vous ne me laissez pas faire ce que je veux, je lâche tous les réfugiés sur l'Europe et vous serez envahis par les réfugiés. Donc c'est inadmissible d'avoir un tel discours. Colonel, comme vous le savez, je crois vous avez entendu parler, il y a un retour aux tables de négociation des belligérants de Libye à Rabat, récemment. Oui. Est-ce que vous croyez que cette tentative peut aboutir par rapport à celle qui l'a précédée auparavant de Srérez? Oui, moi je crois que toutes les initiatives pour essayer de régler la crise syrienne sont bienvenues et je pense que Rabat peut être une capitale où effectivement on pourrait trouver une solution. Il est certain, vous savez, la crise libyenne est très complexe. Je pense que il y a des facteurs très importants dont on parle peu, c'est l'importance des tribus libyennes qui jouent un rôle déterminant dans les équilibres du pouvoir. Et je crois que la Russie peut jouer un rôle déterminant dans la crise, dans la solution finale pour la Libye, parce que la Russie parle à tout le monde. Elle soutient Haftar, enfin, elle a des contacts avec Haftar, elle lui a reproché certaines choses, mais elle le soutient par ailleurs. Elle a des contacts avec le gouvernement de Sarraj également. Bien sûr. Je pense que la Russie pourrait aider à rendre les différents protagonistes plus raisonnables et à déboucher sur une solution de paix et de partage des richesses de la Libye, parce que la Libye est un pays très riche en hydrocarbures et en gaz, donc effectivement ça déclenche les convoitises de toutes les puissances. Et pour gérer tout ça, il faut un gouvernement fort, parce que comme vous le savez, Kadhafi avait des accords avec les différentes tribus et il tenait la Libye solide parce que il prenait en compte les intérêts des différentes composantes de la Libye. Exact. C'est en ce moment ce qui est difficile à trouver un consensus qui satisfasse tout le monde. Comme vous le savez, et c'est ma dernière question, si vous le permettez, colonel, pas loin de la Libye, il y a le Mali. Le Mali et ce putsch militaire, beaucoup de monde qui en parle. S'agit-il d'un putsch soutenu réellement par la population ou un putsch bien travaillé quelque part pour qu'il aboutit à d'autres finalités? Alors écoutez, vous avez tout à fait raison de dire que pas très loin de la Libye, il y a le Mali, parce que il y a des liens évidents sur le plan militaire entre les factions, les groupes armés terroristes qui agissent au Mali, dont beaucoup sont équipés et armés, enfin qui ont des circuits logistiques qui viennent de Libye. Donc il est très clair que en créant le chaos en Libye, on a favorisé le développement de ces groupes armés terroristes, pas seulement au Mali d'ailleurs, en particulier au Mali. Alors, le Mali est donc un pays qui est au bord du chaos aussi. L'armée malienne est une petite armée, mais pour le peu, elle a été formée dans les écoles de formation françaises. La plupart des militaires maliens sont passés, des chefs militaires maliens sont passés par les écoles militaires françaises. Donc, moi, je n'ai aucune information confidentielle et personnelle sur les raisons du putsch militaire qui s'est produit il y a quelque temps, mais je ne vois pas comment, avec tous les militaires qui constituent cette junte de transition, qui sont tous passés par les écoles françaises,
comment la France ne pourrait pas être au courant de ce qu'ils préparaient, ni de et même de ce qu'ils comptent faire et de quel est leur programme pour parvenir à un gouvernement civil, De transition. de transition. Alors ils ont un pouvoir de transition, ils l'appellent la zone de transition d'ailleurs pour le moment, la transition nationale, mais ils se sont engagés à redonner le pouvoir aux civils avec un processus électoral ensuite, mais quand ça n'a pas été défini, mais je pense que la France d'ailleurs n'a pas dénoncé véritablement le coup d'État. Il n'y a pas, enfin si officiellement, mais il y a tellement de militaires maliens qui sont en contact avec des militaires français que je ne vois pas comment les militaires français ne seraient pas au courant et ne connaîtraient pas les tenants et aboutissants de tout ça. Ce qu'ils annoncent, et je crois qu'ils sont soutenus par une partie de la grande partie de la population, comme ce qui comptera finalement de façon importante, ce sera leur politique vis-à-vis du nord du Mali, où, comme vous le savez, il y a une tentative de rédentisme touareg, de sécession du Mali, qui est dangereuse pour l'unité du Mali. Donc, il faut que chaque camp fasse des concessions à l'autre et reconnaisse les intérêts des uns et des autres pour constituer un gouvernement qui ne soit pas la défense des intérêts d'un groupe contre d'autres groupes maliens. Il faut que l'ensemble des groupes qui constituent le Mali soient défendus et représentés dans le futur gouvernement qu'aura le Mali. Écoutez, colonel, le temps nous dira donc davantage. Ouais. La situation au Mali, c'est une situation qui risque d'être aussi similaire dans d'autres pays africains parce que, comme vous le savez, il y a le Covid. Le Covid, c'est un révélateur, a permis de constater comme quoi il y a des défaillances énormes en termes de gouvernance dans un grand nombre, voire la totalité des pays africains, sur le plan bien sûr gestion sanitaire, mais aussi gestion économique, et que il y a une jeunesse, il y a des attentes, il y a un risque de changement de poids dans un certain nombre de pays africains, et cela est en relation bien entendu avec la relation France-Afrique. J'espère bien que cette transition pour un nouveau monde africain, pour donner un petit peu, que j'ose dire, de la valeur aux Africains, notamment par les décideurs dans ce pays-là, vis-à-vis de ces Africains qui l'en demandent, sachant que la richesse africaine, elle est mal partagée. Oui, vous avez raison. Ouais, moi, je souhaite que, effectivement, les Africains prennent leur destin en main, mettent au pouvoir des gouvernements qui assument cette mission de défendre les intérêts de l'ensemble des peuples africains. La France peut y aider, mais vous savez aussi que la France ne veut plus être... justement, on reproche la France-Afrique et la France ne veut plus être les gendarmes de l'Afrique. D'une certaine manière, c'est paradoxal, mais c'est les Américains qui nous demandent... ils pensent qu'on est les meilleurs connaisseurs de l'Afrique, donc ils poussent la France à intervenir en Afrique. Et très souvent, j'en ai eu des démonstrations, des preuves en plusieurs occasions. Mais la France ne veut plus. Maintenant, elle n'a pas tort. Elle peut aider les Africains à trouver des solutions pérennes pour leur gouvernance, mais c'est pas à elle de décider de l'avenir et du sort des Maliens, des Ivoiriens, des Sénégalais, de tous les pays qui étaient ces anciennes colonies. Donc, le rôle de la France est délicat parce que si elle intervient trop, on dit que c'est la France-Afrique, et si elle fait rien, on dit, mais alors vous oubliez les gens qui étaient vos colonisés et qui vous ont rendu service. Donc, c'est une position, c'est une question délicate pour la France, son rôle en Afrique. Colonel Alain Corvez, merci infiniment de cet éclairage et je vous dis à très bientôt. Merci de votre invitation. À très bientôt. À très bientôt.